Bonjour à tous. Nous arrivons en fin de période avec toute la fatigue d'un premier trimestre et d'un premier trimestre un peu particulier, mais peut-être un trimestre aussi qui vous a questionné, comme chacun d'entre nous, sur l'accueil des élèves à besoins éducatifs particuliers. Comment faire pour que cette école soit une école de tous, une école qui permette à chacun de trouver sa place et une école qui nous permette ensemble de construire une accessibilité pour tous nos élèves. Il ne vous a pas échappé que lorsque nous accueillons nos élèves en début d'année, peu à peu, nous découvrons que pour chacun, c'est comme un mystère. Alors bien sûr, nous n'allons pas nous pencher sur les 30 élèves les uns après les autres pour essayer de poursuivre toutes ces branches, pour essayer de comprendre quels sont les savoirs, où en est la connaissance, quelles sont les ressources de l'élève, comment est-ce que l'on peut lui expliciter les apprentissages pour qu'il comprenne, comment l'élève est en relation avec ses pairs, comment il se construit, quel est son projet, quel est son accès au symbolique, quel est son accès à la connaissance, quel est son engagement, comment il peut arriver à développer ses compétences. Et du coup, comment on peut répondre de façon ajustée à ses besoins, à cet accompagnement spécifique que pourrait représenter chacun. Sur 30 élèves, bien sûr, nous n'allons pas faire ce travail spécifique. Pourtant, pour un certain nombre d'élèves, nous allons avoir besoin de rentrer pour réussir à les accompagner vers le but précis et aller les chercher là où ils sont. Søren Kierkegaard nous le rappelle, pour certains élèves notamment, nous avons besoin de commencer là où ils sont justement, parce que chaque élève a développé un parcours de vie qui l'amène parfois à avoir des compétences à l'extérieur de la vie, scolaire du moins, et qui ne sont pas du tout utilisées dans la classe et qui pourtant pourraient l'aider à progresser en classe. Alors, je suis chargée de mission au secrétariat général de l'enseignement catholique, mais je suis aussi enseignante en UPE2A. J'accueille des élèves, par exemple, qui ont survécu à des obstacles, qui ont parcouru le monde, parfois traversé la mer, et qui, pour certains, n'ont aucune compétence scolaire, qui ne savent même pas écrire leur prénom lorsqu'ils arrivent. Et pourtant, ils ont survécu à des situations auxquelles moi-même je ne pourrais pas survivre. Donc, comment est-ce qu'on peut prendre en compte pour chacun de nos élèves ces compétences en tant qu'enseignant, mais aussi comment l'établissement peut-il arriver à penser un climat scolaire favorable, se construire en coopération pour accueillir ces élèves qui nous soucient parfois? Comment nous pouvons aller à la rencontre des familles également, comprendre ces malentendus qui font parfois que malgré toute leur bonne volonté, les parents aimeraient accompagner leur enfant et nous n'arrivons pas à nous retrouver sur le chemin de la compréhension de l'école. C'est sans doute tout cet ensemble de paramètres qui fait la richesse de l'éducation inclusive dès lors qu'on veut bien essayer de se rencontrer pour essayer d'accompagner ces élèves qui ont besoin d'un peu plus d'attention que les autres. Alors nous allons essayer pendant ce webinaire de nous pencher sur 3 temps. Premièrement, une évolution de l'éducation inclusive, revenir un petit peu sur les concepts, puis les engagements de l'enseignement catholique, et enfin quelques pistes pour penser l'accessibilité. Ce qui nous cadre, ça peut être ce principe d'éducabilité que développe Philippe Mérieux. Nul ne peut apprendre ou se développer seul, et nul ne peut apprendre ni grandir à la place de quiconque. C'est aussi donc un principe de liberté. Et puis, cette idée que c'est toujours un processus. Nous n'avons jamais fini de créer les conditions favorables pour aider un être humain à apprendre et à grandir. Et c'est ce principe de responsabilité que l'on met en place notamment dans l'établissement scolaire. Alors, premier temps, cette évolution de l'éducation inclusive. On est parti d'assez loin puisqu'on est parti au départ de l'exclusion. De l'exclusion qui peu à peu s'est transformée en un accueil, mais un accueil séparé pour les élèves,
à mesure notamment que la nation prenait conscience que certains enfants, ou même certains adultes à la fin des guerres, ne pouvaient plus trouver leur place comme les autres dans la société et qu'on leur devait cependant un accueil spécifique. Puis à partir de 1975, ça a été la recherche de l'intégration. Les enfants devenaient élèves, mais ils restaient alors au sein de l'établissement scolaire ou au sein d'établissements très spécialisés. Depuis 2005, nous jouons de plus en plus la carte de l'inclusion, qui n'est pas le dernier pas, puisque dès lors qu'on parle d'inclusion, on comprend bien que ça veut dire qu'à un moment, on a été exclu. Nous sommes donc passés de l'intégration avec un élève qui est tenu de s'adapter, qui doit faire la preuve qu'il est bien à sa place, avec une recherche d'égalité, mais pas forcément d'équité. L'équité, c'est l'introduction de la compensation pour donner plus à ceux qui ont moins, ou essayer de donner autre chose à ceux qui ont besoin d'un accompagnement différent pour que chacun puisse trouver sa place. Aujourd'hui, nous allons de plus en plus vers l'éducation inclusive, c'est-à-dire la pensée ensemble d'un milieu qui puisse accueillir l'enfant quel qu'il soit, le jeune quel qu'il soit, en pensant a priori, en amont, l'accessibilité pour chacun, afin d'accompagner non pas seulement un élève, mais bien une personne en devenir. C'est cet accès universel qui est complexe, qui nous amène à toujours être en processus et qui nous amène aussi à osciller entre des temps où nous sommes encore en intégration ou bien en inclusion, et puis des temps où on va essayer de penser ensemble le parcours de l'élève en devenir. Ce ensemble aujourd'hui, il peut inclure également des partenaires qui viennent parfois dans les établissements scolaires. Ça peut être ces unités d'enseignement qui s'ouvrent au sein même de l'établissement avec du personnel médico-social. Ça va être cette logique de dispositif également, où le partenaire va non seulement aider l'élève, mais parfois aussi l'établissement scolaire dans l'accueil spécifique de l'enfant. Avant, le monde était simple, nous dit Serge Thomaset, c'est-à-dire qu'on acceptait que certains élèves aient ces roues carrées et puis voilà, ils n'avançaient pas comme les autres. C'était simple. On avait un programme, un objectif pour tous, on faisait un cours plus ou moins magistral, on agissait, puis il y avait une éducation spéciale et une éducation ordinaire à côté. Aujourd'hui, en effet, c'est plus complexe. C'est plus complexe. Cela veut dire pour nous, pour accompagner chacun, pour penser cette accessibilité, je vais y arriver, penser ce qui fait obstacle à l'élève, tenir à la fois le programme ou les compétences du socle commun, mais aussi ces obstacles qui vont définir des besoins. Ces besoins, ces objectifs obstacles que l'on va accompagner pour l'élève en se disant, mon travail aujourd'hui ne sera pas forcément d'arriver à l'objectif du programme, mais bien, en fonction des besoins de l'élève, arriver à faire passer un objectif qui devient un obstacle. Cela ne peut se faire qu'avec un accompagnement spécifique, un aménagement, et à l'élève peu à peu de surmonter ces obstacles. Alors bien sûr, on ne va pas forcément le présenter comme un obstacle à l'élève. Jean-Pierre Astolfi nous rappelle que l'idée, c'est plutôt de travailler en défi. Le projet didactique, c'est un défi. Ce défi, c'est une tâche qui ne soit pas trop facile, parce qu'autrement, effectivement, il n'y a pas d'obstacle, mais pas trop difficile non plus, pas impossible à franchir. Trouver un défi déstabilisant, oui, ça va être difficile, mais tu vas y arriver parce qu'on va t'aider. Et c'est ce défi qui permettra à l'élève, petit à petit, d'aller construire un parcours qui pourrait être un parcours d'excellence, pas d'élitisme, mais un parcours qui le fait progresser petit à petit. Alors bien sûr, on va essayer de construire des défis, mais ces défis ne suffisent pas. L'enfant, quel qu'il soit, a toujours des besoins d'apprentissage, mais aussi des besoins relationnels, des besoins d'interaction, des besoins de réalisation, de valorisation, des besoins motivationnels qui l'épanouissent et qui lui permettent de s'engager. C'est donc pour cela que
nous avons au cœur à la fois l'élève, la personne, mais son devenir que nous allons accompagner ensemble, famille, partenaires, équipe éducative au sens large, pour qu'il puisse avoir un véritable projet d'avenir. De plus en plus, l'idée de l'éducation inclusive, c'est de construire le projet avec la personne. On le voit bien, la question des besoins motivationnels engage la personne. Si le défi est trop élevé, la mobilisation n'est pas possible. Si le défi est trop faible, la mobilisation ne l'est pas non plus. Ces élèves qui ont besoin d'un accompagnement spécifique en raison de besoins éducatifs particuliers, ce sont des besoins assez larges. On pourrait dire que ce sont des élèves qui demandent une attention particulière à un moment. Ça peut être un élève porteur de handicap, ça peut être un élève qui va être porteur d'un trouble de la santé, ça peut aussi être un élève migrant, un élève allophone par exemple, ou un élève qui n'a pas été scolarisé dans son pays. Ça peut être aussi des élèves autrement capables, qui ont développé d'autres compétences. Ça peut être parfois même les élèves intellectuellement précoces. Ça peut être aussi les enfants du voyage, qui n'ont pas une scolarisation régulière dans un lieu. L'essentiel est bien ce que l'on va pouvoir construire, quelle que soit leur organisation réactionnelle, quelle que soit leur capacité, pour essayer d'engager le plus possible dans un projet d'avenir. Les Québécois, à la définition de la compétence, rajoutent le savoir devenir. C'est cette question du savoir devenir que nous avons à l'œuvre lorsque nous accueillons ces élèves. Alors cette idée d'activité généralisée que les Québécois appellent conception universelle de l'apprentissage, c'est donc essayer de se centrer en construisant son cours sur ces types de besoins particuliers que peuvent avoir les élèves. Besoin d'attention particulière, besoin d'aménagement pour accéder aux enseignements, besoin d'aménagement des programmes. La logique, c'est d'essayer d'anticiper les besoins plus que de remédier, agir le plus possible en amont pour que l'élève puisse accéder au cours ou à la séance qui va se dérouler de façon à ce qu'il ne soit pas obligé ensuite de rattraper en différé, comme on le faisait auparavant, hein, dans cette logique de remédiation qui était parfois pensée comme remède plus que comme nouvelle médiation. La nouvelle médiation peut se penser en amont. C'est aussi pour construire l'autonomie des élèves, expliciter les propositions différenciées pour que petit à petit, l'élève soit en capacité de savoir ce qui est bon pour lui pour répondre à ses besoins spécifiques. L'idée aussi que l'autonomie, c'est être en capacité de construire un besoin d'aide par soi-même et le formuler. C'est donc une autre logique d'anticipation qui se met en place, mais aussi une logique de tâtonnement pour l'enseignant. Bien sûr, pas question de faire ça pour 30 élèves. Ça veut dire après un temps d'observation que vous avez sans doute joué en début d'année, pour construire un profil de classe, être en capacité de diversifier pour essayer d'accompagner tous les profils, prendre en compte les différentes façons d'apprendre, mais aussi différencier pour prendre en compte la difficulté ordinaire, le temps nécessaire, qui est parfois plus long pour certains élèves, les incidents de parcours, les besoins éducatifs particuliers. Et puis au-delà de cette différenciation, cet élève qui présente des difficultés et qui va construire son devenir, c'est aussi être capable de personnaliser le parcours, penser la grande difficulté scolaire, le handicap, les réponses spécifiques, par rapport aussi à la fatigue que peut occasionner le trouble de la santé, les troubles de mémorisation, ou bien simplement des élèves qui ont pu décrocher à un moment. Et on sait combien, avec cette rentrée, ça a été un problème ou un souci particulier. Diversifier l'enseignement, chercher le plus possible d'entrées, chercher des situations différentes pour que chacun se sente rejoint, quel que soit le profil cognitif ou la façon d'apprendre. Différencier, c'est modifier la situation d'apprentissage, la progression, les modalités, le guidage,
pour que chacun puisse progresser à son rythme. Peut-être aussi pour les élèves plus avancés, pouvoir aller un petit peu plus loin. Personnaliser, c'est vraiment se centrer sur un élève, essayer de faire du sur-mesure pour qu'il puisse progresser de façon propice. On peut aller chercher une adaptation du programme, des compétences, adapter évidemment l'évaluation, mais ça peut être aussi l'emploi du temps. On ne va pas personnaliser pour l'ensemble de la classe. En revanche, on va le plus possible essayer de penser l'accompagnement spécifique au moment de la préparation de la séance ou du cours. Derrière la question de la diversification se cache aussi la question du climat scolaire de la classe. Est-ce qu'on est en capacité de mettre en œuvre de la coopération petit à petit dans une classe? Comment varie-t-on les démarches, les modalités d'organisation, les modalités d'apprentissage, mais aussi parfois le contrat didactique, les supports ou les tâches? Lorsqu'on différencie, c'est aussi essayer de construire une interdépendance entre les élèves, accepter que tous ne fassent pas la même chose au même moment, mais que tous puissent s'entraider. Avant l'apprentissage, ça peut être clarifier, anticiper, alléger, donner plus en amont, faire de certains élèves des précurseurs pour qu'ils puissent ensuite accéder comme les autres à la séance. Pendant, je peux modifier le contenu ou la tâche, guider, étayer, avoir des rôles différents, notamment donner un rôle dans un travail de groupe à l'élève sur ce qui lui pose problème. Celui qui, par exemple, dans une discussion philosophique ne retient pas la question, va être justement le gardien de la question. De cette façon-là, je lui donne un défi nouveau qui va l'engager davantage. Et puis après, comment je fais pour remédier, soutenir, revenir en arrière? La question de la personnalisation des parcours amène des programmes ou des projets spécifiques, amène aussi éventuellement des partenaires, des nouvelles médiations et une adaptation ou une compensation différente. L'idée, c'est quand même que l'élève puisse petit à petit essayer de comprendre quels sont ses besoins et de le verbaliser. Ce qui veut dire pour nous aussi être en capacité d'expliciter à la fois ce que l'on apprend, mais aussi comment on l'apprend. Alors, comment l'enseignement catholique s'engage-t-il dans ce travail? Véronique Margron, engagée auprès de chefs d'établissement, posait cette question. L'école peut-elle alléger le fardeau? Avec cette question aussi de la rencontre de l'autre. Sommes-nous à la recherche du même? Le même n'est là que pour rendre possible l'accueil du différent. Et c'est là que se tisse la relation d'altérité. Comment, au sein de l'enseignement catholique, travaillons-nous cette relation d'altérité? Comment accueillons-nous la différence? Cette idée d'alléger le fardeau, j'y suis particulièrement sensible. C'est une question qu'on peut se poser en équipe. À chaque fois que l'on rencontre un élève qui présente des difficultés ou une famille qui nous dit qu'elle ne s'en sort plus. Comment pouvons-nous réussir à alléger le fardeau? L'enseignement catholique a posé 4 engagements. 4 engagements décidés de façon concertée avec des élèves, des parents, des enseignants, des chargés de mission, des directeurs diocésains, du personnel de nos écoles. Premier engagement, c'est celui d'une école de l'hospitalité. Est-ce que nous sommes en mesure de reconnaître l'autre comme un don du ciel et non uniquement comme un problème à gérer, notamment lorsque l'élève présente des difficultés? Est-ce que nous sommes en capacité de percevoir l'autre comme une chance? Quelle attitude intérieure construisons-nous pour entrer en relation avec l'autre, gratuitement, pour désirer le rencontrer, quelle que soit sa différence, quel que soit le monde dans lequel il évolue, qui est parfois très loin du nôtre? Deuxième engagement, qui est un engagement très fort pour l'éducation inclusive, une école qui dit ce qu'elle fait, qui fait ce qu'elle dit, et qui dit pourquoi et comment elle le fait. C'est cette école de l'explicitation, qui est capable aussi de faire une place dans un projet d'établissement à tout ce qui va concerner l'accueil d'élèves à besoins spécifiques. Et puis c'est une école du décloisonnement, une école qui fait tomber les murs et qui s'ouvre de l'intérieur, une école qui peut être en capacité parfois de proposer un parcours partagé pour un élève décrocheur entre le monde de l'entreprise
et le monde des études encore, qui reste difficile à aborder. Et puis l'idée d'une responsabilité en partage, c'est-à-dire l'idée que c'est bien l'école de la participation de tous et que l'accueil des enfants porteurs de difficultés ou porteurs de handicap est bien de la responsabilité de tous, ce qui veut dire une intelligence collective de la vulnérabilité, conçue comme un défi humain et social, relevé solidairement. Ces 4 engagements, ils sont essentiels pour penser l'éducation inclusive. Ils sont essentiels également pour penser un climat scolaire qui soit en capacité de passer d'une bienveillance passive à une bienveillance active et jusqu'à une confiance qui autorise. Cette bienveillance, ce serait le souci de cette responsabilité en partage. Cette expérience qui nous fait passer du contrat à l'alliance, une confiance accordée qui dit bien « je ne te lâcherai pas » et qui exprime aussi, parce que chacun a besoin de se sentir reconnu dans son utilité à un groupe, dans son utilité à une société, donc qui est aussi en capacité d'exprimer « j'ai besoin de toi ». Si tu manquais, si tu n'étais pas là, nous ne pourrions plus avancer de la même façon. Cette bienveillance passive, c'est veiller à ne pas blesser, simplement, éviter de juger, décourager. Accepter aussi parfois l'opacité de langage, protéger l'élève de ce qui pourrait lui nuire. Ce n'est pas tout à fait la bienveillance active. Nous avons encore parfois du mal à construire cette bienveillance passive. C'est parfois plus facile de faire comme si on avait compris, que de dire à la personne « je ne te comprends pas, mais je te fais confiance, tu vas être en capacité de m'expliquer ». La bienveillance active, c'est être en capacité à la fois d'accueillir les besoins et les émotions de la personne, de lui proposer un soutien différencié et anticipé, mais aussi d'être en capacité d'échange avec lui. Essayer d'anticiper ce dont il a besoin, mais aussi accepter l'idée qu'on a pu se tromper dans cette anticipation. C'est aussi oser renvoyer un feedback positif, bien sûr, mais aussi un feedback sur les erreurs, pour que la personne puisse comprendre quels sont ses propres obstacles et ainsi apprendre à progresser. C'est aussi exiger de la fiabilité de la personne, tout en lui faisant confiance. Ne pas construire des objectifs au rabais. Essayer de construire une expérience adaptée à chacun, tout en tenant une qualité de présence et des conseils pour que chacun puisse surmonter les difficultés qu'il rencontre sur son parcours. C'est aussi, et ce serait un cap supérieur, essayer de laisser une juste place à la parole de l'élève, travailler à la fois la responsabilité et le principe de réalité, une inscription horizontale et verticale, tenir les deux, c'est-à-dire à la fois être en capacité de proposer de la rencontre, de l'échange, mais aussi essayer de proposer de la responsabilité pour les élèves. C'est aussi essayer de passer du « je te conseille » à « nous tenons conseil ensemble », y compris sur ton parcours, et puis tenir un questionnement partagé avec l'élève, mais aussi en équipe, pour construire ces parcours d'apprentissage. Cette diapositive est construite d'après le livre Bienveillance et bien-être à l'école pour une école humaine et exigeante. Vous trouverez donc les références, et c'est Christophe Marcelier qui est au travail sur cette idée-là. Pour essayer de construire un climat scolaire et une capacité dans nos établissements à accueillir ces élèves avec ces 4 engagements, nous avons essayé de penser 8 points dans l'établissement scolaire qui pourraient être des points d'attention où nous n'avons pas de réponse posée d'avance, mais simplement des questions que nous pouvons nous poser à mesure que nous avançons dans l'accompagnement des équipes pour essayer de tendre de plus en plus vers cette accessibilité universelle. Le premier point, c'est la gouvernance de l'établissement et qui est liée aussi à son pilotage. Un autre point, ce sera l'architecture de l'établissement,
Comment l'architecture peut-elle se rendre accessible? La question de nos partenariats, de la collaboration, la question de la formation et de l'accompagnement, et puis bien sûr la question de l'accessibilité pédagogique et didactique. L'accueil d'une personne dans son intégralité, ce qu'on pourrait appeler un parcours unifié, et pas uniquement un élève face à des disciplines. Et puis bien sûr, comment la communauté éducative s'engage pour accompagner ses élèves. Nous avons ainsi construit un outil que je ne vais pas détailler sur les 8 points parce que ce serait trop long, mais qui, au lieu de vous proposer des réponses, parce que simplement c'est un processus et nous sommes toujours au travail là-dessus, peut vous permettre d'évaluer quels sont les besoins dans votre établissement autour de ces 8 entrées et de ces 4 engagements de l'enseignement catholique. Donc cet outil peut permettre de faire une évaluation soit des 8 entrées, soit d'une entrée ou l'autre que l'on souhaiterait tout simplement travailler ensemble. Ça peut être par exemple autour de la communauté éducative. Comment est-ce que nous reconnaissons la différence? Est-ce que c'est vécu comme une richesse? Quelle place accordons-nous à la mixité culturelle, scolaire, sociale dans l'établissement? Y a-t-il des actions de solidarité qui sont mises en place? Quelle place faisons-nous aux AESH qui ont rejoint nos établissements? Y a-t-il des lieux et des temps d'échange et de réflexion pour penser l'accueil de tous par tous? Sur la question du parcours unifié, c'est aussi comment nous tenons la liberté de la personne, par exemple. La question d'un secret professionnel, la question du partage d'informations. Est-ce que tout est dit à tout le monde? Est-ce qu'on veille à préserver aussi l'intimité de la personne? Comment est-ce qu'on laisse une place à chacun? Est-ce que nous sommes en capacité de penser des parcours flexibles, y compris hors les murs? Est-ce que nous sommes en capacité de travailler avec un centre médico-social, par exemple, lorsqu'il y a un suivi avec le médico-social? Comment nous pensons nos équipes éducatives? C'est aussi, bien sûr, la question de l'accessibilité pédagogique. Souvent, nous sommes interpellés autour du règlement. Est-ce que nous sommes en capacité d'adapter les règles pour le besoin des élèves? Est-ce que nous sommes en capacité d'adapter le contrat de scolarisation de l'élève lorsque l'on sait qu'il va y avoir un comportement qui va venir heurter certaines règles de l'établissement? Ou est-ce qu'on est dans une logique de contrat et puis on résilie et puis voilà, on invite à chercher un autre établissement dès qu'il y a un problème? Comment est-ce que l'on construit ensemble, l'on partage cette accessibilité pédagogique? Est-ce qu'il y a un partage en équipe, par exemple, pour essayer de construire ensemble des accompagnements des besoins éducatifs particuliers? Est-ce qu'il y a une place pour qu'un enseignant soit personne ressource, par exemple? C'est aussi le départ en formation. Est-ce qu'il y a des formations pour tous ou bien est-ce qu'il y a aussi des personnes prêtes à partir se former un peu plus? Différents parcours de formation sont proposés pour l'accompagnement des élèves à besoins éducatifs particuliers. Un parcours qui permet de se former sur un temps un peu plus court, qui est parfois appelé voie 2. Un parcours qui permet aussi à une personne sur un dispositif spécifique de partir en formation KPI pour développer vraiment une pratique professionnelle au service de l'éducation inclusive. Et nous présenterons cette formation en janvier, éventuellement pour les personnes qui seraient intéressées. Et puis, comment nous travaillons nos collaborations? Est-ce qu'on est en capacité de s'ouvrir, de penser les continuités de l'école au collège, du collège au lycée, et puis aujourd'hui aussi vers l'enseignement supérieur, et puis vers la professionnalisation? C'est encore un pas que nous avons à franchir sur la question de la professionnalisation de nos élèves, notamment à besoins éducatifs particuliers. La question de l'architecture, est-ce que nous sommes en capacité de penser un peu de flexibilité? Est-ce que chaque lieu est un lieu qui est pensé, y compris pour des besoins de repli, par exemple? Est-ce que nous arrivons à construire des lieux d'intimité pour des élèves qui auraient besoin de se replier? Je pense aux élèves parfois porteurs d'autisme qui ont besoin d'un temps de repli. Ça peut être un casque tout simplement, mais ça peut être aussi un lieu que l'on va un petit peu isoler pour permettre ce repli.
Cette question de l'accessibilité, c'est pour nous un changement de posture. Passer du constat au besoin, ça veut dire qu'on est en capacité de se questionner nous-mêmes et non plus dans l'idée de déposer la difficulté sur l'élève ou sur la famille. Nous sommes vraiment dans un engagement ensemble au service de ce parcours qui permet à l'élève de progresser à son rythme au sein de l'établissement scolaire avec les autres et y compris en interaction avec les autres. Alors pour cela, nous avons des outils que nous pouvons développer. Voilà, le parcours spécifique de Léon. Léon, il est à la fois dans des compétences assez avancées, et puis à la fois, il a des obstacles. Il a des obstacles à l'apprentissage. Comment est-ce qu'on peut travailler pour essayer de comprendre à la fois les atouts de Léon, ses réussites, ce qui le mobilise, mais aussi ses besoins? Comment est-ce que l'on va essayer de se dire, mais finalement, je ne peux pas changer Léon, je ne vais pas attendre que Léon soit autre, mais moi, je voudrais bien, quand j'ai tel contexte, que nous arrivions à construire cela pour Léon. Alors bien sûr, nous avons déjà des ressources, nous construisons peu à peu nos ressources à force de fréquenter les élèves. Ce sont toujours les élèves qui sont le plus en difficulté qui nous aident à construire nos compétences d'enseignants. Ce sont eux qui nous aident le plus. Mais nous avons aujourd'hui aussi une plateforme qui s'appelle Cap École Inclusive et qui nous permet de trouver des idées pour aménager. L'idée, c'est de partir de l'observation de l'élève, d'aménager et adapter, et puis de s'informer parce qu'on a toujours besoin de connaître de nouvelles propositions pour accompagner les élèves. Alors, dans un premier temps, on va essayer de faire le point sur le parcours de l'élève et ce qu'il peut rencontrer comme obstacle en répondant à des questions. Puis ensuite, on va nous proposer, à partir des besoins identifiés, des adaptations. Ces adaptations, on va s'en emparer ou pas pour l'élève. Pour Léon, le facile à lire et à comprendre ne semble pas être une adaptation souhaitable. Par contre, la question du débordement émotionnel, de la régulation du stress peut être intéressante. La question d'un protocole de gestion de l'élève en crise peut être intéressante. Parfois, les enseignants, notamment du second degré, sont déroutés devant ces élèves qui peuvent arriver parfois à se cogner la tête sur la table quand ils ont une mauvaise note, tout simplement. Donc, comment est-ce qu'on va travailler ceci? Ces outils nous permettent d'apprendre de nouvelles façons de faire et d'apprendre à adapter notre enseignement. Donc, par exemple, construire un espace de répit pour un élève, travailler sur les renforçateurs positifs, de façon à pouvoir donner à l'élève une confiance qu'il ne retrouve plus parce qu'il se trouve en difficulté dans sa classe. Cette plateforme permet donc d'adapter petit à petit pour l'élève qui a vraiment des besoins éducatifs particuliers. Alors c'est aussi pour nous un enjeu, et j'ai commencé sur un arbre et je finirai sur cet arbre, un enjeu de faire évoluer notre pédagogie, puisque finalement, lorsque l'on se retrouve dans la préparation de nos cours, visiter nos différentes façons d'enseigner, se poser des questions sur la façon dont je suscite l'attention des personnes qui apprennent, comment je pense ma séance pour qu'ils soient engagés au maximum, comment je travaille la compréhension des apprentissages, mais comment je travaille aussi la consolidation. Comment je réactive, notamment pour ceux qui en ont besoin, le plus possible les apprentissages. C'est aussi essayer de chercher, pour moi, comment je peux évoluer sur mes manières de penser, mes convictions, mes valeurs, comment je peux faire évoluer aussi les personnes avec qui je travaille, comment je peux faire évoluer ma manière d'être. Et chaque jour, quand je relis mon travail fait en classe, je me dis, mais là, j'aurais peut-être pu penser les choses autrement. J'aurais peut-être pu anticiper. J'aurais pu trouver une autre manière de faire, arriver à quelque chose peut-être qui soit plus dans l'action, où mes élèves soient plus acteurs. J'ai beaucoup trop parlé sur cette journée. Donc ces outils, notamment autour de la pédagogie active, nous permettent de relire notre façon d'agir pour essayer sans cesse de progresser, et quelle que soit notre pratique en classe, quelle que soit notre formation, y compris quand on est formé aux besoins éducatifs particuliers,
On se rend compte, notamment, enfin moi je le sens en fin de période, qu'on peut être gagné par une façon de ronronner, dans notre façon de préparer les cours. Donc l'enjeu, c'est aussi, d'essayer de revisiter régulièrement, pour être en capacité d'accueillir de plus en plus et de mieux en mieux les plus fragiles, ceux qui sont autrement capables. C'est un enjeu fort, hein, un enjeu fort parce qu'on l'a vu particulièrement dans cette année, où nous avons vu la vulnérabilité, qui nous a parfois déroutés. Nous avons vu aujourd'hui, et le pape François nous le rappelle dans son encyclique sur la fraternité, qu'aujourd'hui, nous avons parfois le sentiment que tout semble se diluer, perdre de la consistance. Ce qui peut nous permettre de nous tenir debout, ce qui peut nous permettre aussi, de nous retrouver dans un apaisement, c'est à la fois de recourir à la solidarité, mais aussi, nous permettre de nous sentir plus solides en étant responsables ensemble de la fragilité des autres. C'est aussi ce développement de la solidarité qui finalement nous gratifie et nous permet de nous sentir apaisés par rapport à ce que nous vivons. Cette reconnaissance de la fragilité des autres, mais aussi de notre fragilité à accompagner ceux qui sont fragiles, c'est aussi le moyen de tenir ensemble cette accessibilité universelle, mais aussi ces valeurs qui font que l'on peut se reconnaître ensemble, en chemin, pour essayer de construire un destin commun. C'est un peu l'objectif, on est toujours en chemin, ce n'est jamais fini, et c'est un peu finalement comme l'avant. Nous sommes toujours en recherche de quelque chose que nous essayons de construire, et nous avons toujours besoin de la présence de l'autre pour nous y aider. Je vous souhaite donc un bon chemin, et puis je reste à votre disposition pour les quelques questions qui auraient été posées, et puis qui vont m'être transmises. J'espère ne pas avoir été trop longue. Nous sommes en des temps où nous sommes un peu tous fatigués et ce n'est pas évident de se concentrer, de poursuivre le travail à des heures un petit peu plus avancées. Et donc j'espère que pour vous, cela restait accessible aussi, même si on sait combien le distanciel n'est pas toujours facile pour partager et combien en présentiel ce serait plus facile d'échanger. Je vous invite en tout cas peut-être à suivre le webinaire du 5 janvier ou à inviter des personnes pour suivre ce webinaire du 5 janvier pour découvrir cette formation KPI. Nous aurons des intervenants de la formation qui viendront témoigner de ce qu'ils mettent en place. Ça peut être vraiment une belle façon de s'armer, hein, de s'outiller pour accompagner ces élèves et puis de travailler ensemble avec des valeurs partagées autour de cette accessibilité universelle. Ah, je vois qu'il y a des questions qui arrivent. Vous aurez le support de la présentation, bien entendu, pas de souci, notamment cet arbre qu'on a appelé le premier arbre, un arbre de l'encrochage. Ça va vous permettre éventuellement de visiter un peu un élève et de vous poser certaines questions. Moi, je sais que ça m'aide quand je suis démunie devant certains élèves en me disant « mais je n'arrive pas à savoir quelle est la branche qui me soucie ». Donc, j'aime bien visiter cet arbre de temps en temps pour les élèves qui me soucient. L'outil que nous avons appelé Doc Inclus sera là aussi dans le webinaire, vous pouvez l'utiliser. Et puis, je mettrai une version PDF qui peut être utilisable donc en établissement également. Sur se former plus amplement, que vous avez compris que c'était un peu court sur cette question de l'accessibilité. Je crois vraiment que c'est la formation KPI qui peut permettre de se construire des compétences sur ces questions-là, tout en sachant bien sûr que nous n'avons jamais fini de construire des compétences là-dessus. Vous avez aussi des modules qu'on appelle modules d'initiative nationale, qui sont proposés par Formiris et qui peuvent vous permettre d'avoir des compétences complémentaires. Je pense par exemple à l'accueil des enfants allophones. Nous avons eu pas mal de modules proposés sur cette question-là ces dernières années pour apprendre à travailler autour du français langue étrangère notamment. Donc vous aurez toutes les fiches outils. La question de la diffusion pour le webinaire du 5 janvier, vous aurez dans la semaine la proposition qui sera diffusée par la liste de diffusion du secrétariat général.
Oui, on me dit qu'il va y avoir un nouveau module hein, dans la formation initiale des enseignants et ça me paraît important aussi, tout en sachant que lorsqu'on est en formation initiale, moi, pour avoir formé assez longtemps en formation initiale les enseignants sur cette question de l'éducation inclusive, lorsque je les rencontrais après quelques années d'enseignement et que on retravaillait cette question de l'accueil des besoins éducatifs particuliers, les personnes me disaient mais là, je suis beaucoup plus mûre. C'est beaucoup plus facile pour moi que quand je vous avais en formation initiale. Je comprends mieux. Je crois vraiment qu'il ne faut pas hésiter à avoir recours à la formation continue quand c'est possible, parce qu'il y a un moment où c'est plus facile, en effet, de comprendre ce que sont les obstacles. Vous évoquez la question du découragement parfois pour les personnes. Je ne sais pas. Moi, j'ai quand même maintenant beaucoup d'années d'enseignement et notamment devant des élèves à besoins éducatifs particuliers. Oui, il y a des moments où on peut être découragé et en même temps, je me vois comme un chercheur. C'est assez stimulant d'être toujours en recherche et de se dire mais comment je vais réussir à dépasser cet obstacle. Le tout quand on est en recherche, c'est quand même d'arriver à trouver des réponses. Des chercheurs qui cherchent, on en trouve, des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Cette idée-là de ne pas tourner en rond. Donc, ne pas hésiter à faire réseau, éventuellement rejoindre un responsable d'éducation inclusive dans son territoire pour questionner, savoir quelles sont les formations possibles, quelles sont éventuellement les réflexions, pour ne pas se sentir usé, parce que ça pourrait être effectivement quelque chose d'un petit peu difficile. Je crois que ce qui use le plus nos équipes actuellement, c'est la question des comportements difficiles. Hein. Donc, ne pas hésiter aussi à se former sur ces questions. Nous avons eu des modules d'initiative nationale autour de la question de l'accueil des comportements difficiles qui nous mettent particulièrement à mal. Donc, je crois que c'est vraiment important de continuer à poursuivre là-dessus. Pourquoi pas arriver d'autres questions? La dernière personne me souhaite bonne fête et donc je la remercie grandement. En effet, merci. Et je vais vous souhaiter de joyeuses fêtes et puis surtout beaucoup, beaucoup de repos et beaucoup d'espérance après cette année un petit peu difficile que nous avons eu à affronter ensemble. À bientôt.